Quand les premiers ovnis sont-ils apparus dans nos cieux? L'homme est-il la création d'une race extraterrestre? Et où est-ce la preuve scientifique que les extraterrestres interviennent dans notre vie? Dans cette étude documentaire sur le rôle des extraterrestres dans l'histoire de l'humanité, des questions importantes sont soulevées, qui restent d'actualité même au XXIe siècle. Les ovnis, ou objets volants non identifiés, continuent d'être le principal mystère pour l'humanité. Quels sont ces objets étranges qui flottent au-dessus de la Terre dans différentes parties de la planète? Qui les pilote? Si ce sont des extraterrestres, pourquoi sont-ils venus ici? Quel intérêt notre planète et ses habitants représentent-ils pour des visiteurs venus des étoiles? De nombreux ufologues estiment que les réponses à ces questions doivent être recherchées dans notre propre histoire. Selon l'une des hypothèses, les extraterrestres se sont sérieusement intéressés à nous immédiatement après la première explosion de la bombe atomique. Les extraterrestres ont-ils décidé que nous représentions une menace pour le reste de la vie dans l'univers? Et que nos fusées primitives pourraient atteindre d'autres mondes habitables? Cette hypothèse semble plausible. Le premier rapport d'OVNI a été officiellement enregistré peu après l'essai d'armes atomiques, en 1945. En 1947, le pilote privé Kenneth Arnold a survolé le mont Rainier dans l'État de Washington. En atterrissant, il a déclaré que pendant son vol, il avait été poursuivi par 9 disques argentés qui se déplaçaient à une vitesse d'environ 2700 km à l'heure. Leur vol ressemblait à celui d'une assiette glissant sur la surface de l'eau. Cette image a plu aux journalistes. Et l'un d'eux a inventé l'expression célèbre « soucoupe volante ». Ainsi, les 9 soucoupes volantes de Kenneth Arnold sont devenues les premiers ovnis. Cependant, des objets étranges dans nos cieux ont été observés bien plus tôt. Thomas Ballard, un employé du Centre d'études des ovnis, note qu'en 1896, les habitants de Californie ont vu quelque chose ressemblant à un ovni. En novembre de cette année-là, un étrange aéronef est apparu dans le ciel au-dessus de Sacramento. Les gens ont vu un faisceau de projecteurs et derrière lui un objet avec quelque chose ressemblant à une hélice et des ailes. Plus tard, il est apparu à d'autres endroits. En avril 1897, il a été vu au-dessus du Minnesota, des illustrations ont été conservées, le représentant sous la forme d'un jambon volant avec un phare. Et au Texas, il ressemblait à un ballon de football avec une queue et des ailes. Pendant 2 ans, des rapports sur cet étrange objet sont parvenus de 1000 endroits différents, et les journaux regorgeaient d'illustrations incroyables le représentant, comme on le pensait à l'Alorcio, comme une invention secrète. Peut-être que ces vaisseaux fantomatiques n'étaient rien d'autre que nos ovnis d'aujourd'hui. Si tel est le cas, nous devrions chercher leurs traces dans les profondeurs de l'histoire. Des documents datant de plus de 400 ans ont poussé les sceptiques à revoir leur position concernant les objets volants non identifiés. Mildred Beasley, directrice du bureau de MUFON dans l'État de l'Utah, affirme qu'au XVIe siècle, des objets volants non identifiés ont également été observés, mais considérés comme des signes de composition niche, divin, des messages de Dieu. En août 1556, d'énormes sphères noires ont flotté au-dessus de Bâle, en Suisse. En avril 1561, la même chose s'est produite dans le ciel au-dessus de Nuremberg. Les 16e et 17e siècles ont été l'âge d'or de l'observation des objets volants non identifiés. Calvin disait que des miracles se produisent chaque jour. Sur un dessin réalisé en 1600, des boules de feu sont représentées dans le ciel. Il est probable qu'elles n'avaient pas l'air aussi belles que l'artiste les a dessinées, mais le fait demeure, de telles choses fascinaient les esprits des gens à cette époque. Parviendront-ils toujours à trouver le premier portrait d'un objet volant non identifié? Le ciel au-dessus de la Terre a-t-il toujours été rempli de ces étranges objets? Des descriptions d'objets volants non identifiés se retrouvent dans les manuscrits les plus anciens de l'humanité. Prenons, par exemple, l'historien romain Tite Live, qui décrivait un objet volant dans le ciel ressemblant à un bouclier. Ce bouclier volant existait il y a 2000 ans. Est-ce peut-être la même chose que nous appelons aujourd'hui une soucoupe volante? Des objets volants non identifiés ont été observés bien avant l'apparition des premiers Romains. Existe-t-il des manuscrits plus anciens? La plupart d'entre eux avaient un caractère religieux. Cependant, certains textes regorgent de descriptions d'extraterrestres venus des étoiles. L'une de ces sources est l'épopée indienne Mahabharata, qui raconte des événements survenus 1200 ans avant notre ère. Dans celle-ci, l'un des héros monte au ciel, recevant une lumière plus brillante que le soleil, et sa voix résonne comme des coups de tonnerre.
Quoi qu'il en soit, l'auteur de ces lignes décrivait sans aucun doute le lancement d'un vaisseau spatial, et cela se produisait il y a 3000 ans, mais ce n'est qu'un épique. Peut-être que les extraterrestres ont laissé derrière eux non seulement des dessins mythiques. L'auteur de la Mahabharata a-t-il vraiment vu ce que nous appelons aujourd'hui le lancement d'un vaisseau spatial? Si des extraterrestres sont réellement séjournés sur Terre pendant des millénaires, ils ont dû laisser des traces matérielles de leur visite, en plus des légendes et des dessins de chars volants. De nombreux chercheurs pensent que de telles traces peuvent être vues sur la plaine de Nazca, au sud du Pérou. Si l'on ne savait pas que ces lignes ont déjà 2000 ans, on pourrait prendre la plaine pour un aéroport moderne. Curtis Piblos, auteur du livre Le Gardien des Cieux, note que parfois les lignes sur la plaine de Nazca sont appelées pistes de décollage, bien qu'en réalité ce ne soient que de longs canaux droits creusés dans le désert. Aucun aéronef ne pourra y décoller. Si les lignes de Nazca sont vraiment les vestiges d'un immense port ancien, alors des centaines de vaisseaux auraient dû y passer. Kenneth McCulloch, auteur du livre L'homme en tant que citoyen de la galaxie, ajoute que si les vaisseaux de l'époque ressemblaient à ce que nous voyons aujourd'hui, ils n'avaient pas besoin de pistes de décollage. Peut-être que Nazca servait de sorte de repère, d'autant plus qu'on ne peut les voir que depuis les airs. Si tout cela était vrai, alors avec quoi les extraterrestres sont-ils venus sur Terre? Et avec quoi ont-ils volé? Quelles étaient leurs intentions envers les habitants de notre planète? Si les visites d'OVNI ont une histoire millénaire, il est tout à fait possible que les extraterrestres n'étaient pas de simples observateurs sur Terre. Peut-être étaient-ils intéressés par l'évolution de la race humaine. Si c'est le cas, quel rôle ont-ils joué dans notre histoire? De nombreux faits convainquent que les extraterrestres des étoiles nous ont aidés à comprendre le monde. À Istanbul, par exemple, il existe une carte réalisée par le géographe turc du XVIe siècle, Piri Reis. Cette carte, créée en 1513, étonne par le fait qu'elle représente l'Antarctique comme un continent, un fait qui n'est devenu connu qu'au XIXe siècle. Et ce n'est qu'au XXe siècle que l'humanité a découvert qu'il y avait des montagnes en Antarctique. Est-il vrai que l'ancien géographe a dessiné sa carte d'après les récits d'êtres ayant vu notre planète depuis l'espace? Quel rapport la carte de Piri Reis a-t-elle avec le début de l'expansion de la civilisation européenne vers l'ouest? Les extraterrestres cherchaient-ils à orienter le cours de l'histoire humaine? Si c'est le cas, leur impact sur le destin des hommes a été immense. Peut-être leur devons-nous de nombreuses découvertes scientifiques dont l'humanité est fière. Wendell Stevens, colonel à la retraite de l'US Air Force, souligne que si vous doutez de l'influence des extraterrestres sur les civilisations terrestres, regardez les vestiges des cultures originelles du Mexique et de l'Amérique centrale. Par exemple, la pyramide du Yucatan, connue sous le nom d'El Castillo, projette 2 fois par an, le jour de l'équinoxe de printemps et d'automne, une ombre étrange sur ses marches, créant l'image d'un serpent géant glissant de la pyramide. C'est Apoculque, le dieu des Mayas et ancêtre de la vie sur Terre. La légende dit que c'est lui qui a ordonné de construire la pyramide de cette manière. Il existe de nombreuses questions sur les raisons pour lesquelles les serpents-dieux ont ressenti le besoin d'ériger de telles structures massives. Par exemple, pourquoi une apparition fantomatique de serpents apparaît-elle 2 fois par an sur les marches de la pyramide? Cette pyramide, comme on le prétend, est un calendrier conçu pour 365 jours et un quart. Les Mayas n'avaient pas d'autre calendrier et tous les travaux agricoles étaient effectués selon celui-ci. Certains chercheurs suggèrent que quelqu'un leur a appris à calculer le temps des semailles et des récoltes. Si les légendes ne mentent pas et que cette gigantesque pyramide était un don des dieux, alors la race céleste se souciait réellement de la survie et de la prospérité des tribus locales. Il est intéressant de noter qu'environ 600 ans avant notre ère, les Mayas ont quitté leur ville et se sont dirigés vers le nord, sans guerre ni famine. Ils se sont simplement levés et sont partis, comme si quelqu'un leur avait ordonné de le faire. Les ufologues pensent qu'après avoir éduqué les tribus locales, les extraterrestres les ont envoyés répandre des connaissances à travers toute l'Amérique centrale. Cependant, il est possible que les Mayas aient été créer leur incroyable civilisation sans aide extérieure. Il ne faut pas oublier que chaque culture primitive a des légendes sur des contacts avec des êtres célestes et sur l'aide qu'ils ont reçue. Par exemple, les bas-reliefs dans certains temples mexicains expliquent comment cette culture est née et comment elle a évolué. Certaines images ressemblent terriblement à des astronautes modernes, mais cela peut n'être qu'une coïncidence. Néanmoins, comment expliquer le fait que de nombreux chercheurs
estiment que cette figure représente Kukulkan, descendu des cieux pour donner aux gens un calendrier et d'autres connaissances. Malgré cela, les scientifiques ne sont pas certains que tous ces artefacts témoignent réellement de contact entre les humains et des extraterrestres. Certains affirment que ces soi-disant preuves ont été fabriquées par des civilisations trop semblables à la nôtre, avec ses fusées, ses pistes d'atterrissage et ses combinaisons spatiales. Tout cela ressemble beaucoup aux technologies modernes. Si des extraterrestres sont vraiment venus chez nous dans des fusées semblables aux nôtres, alors leur patrie doit se trouver à proximité. Zecharia Sitchin, auteur du livre Les Chroniques de la Terre, exprime l'opinion que des extraterrestres venus d'étoiles lointaines ont peu de chances d'avoir pu nous atteindre. En revanche, s'ils vivent quelque part à proximité, où cela pourrait-il bien être? Peut-être sur l'une des planètes voisines, nous ne savons rien de précis à leur sujet. Pendant des siècles, il y a eu des gens qui croyaient à l'habitabilité des planètes du système solaire. Beaucoup continuent de lier les ovnis à Mars ou à Vénus. Cependant, les dernières recherches ont montré que les conditions sur ces planètes sont défavorables à l'émergence d'une vie organique complexe. L'idée d'extraterrestres provenant de planètes voisines semble aujourd'hui absurde. Mais est-ce vraiment le cas? Zecharia Sitchin a étudié pendant de nombreuses années l'hypothèse de l'origine des extraterrestres de notre système planétaire. Il estime que la clé de la plupart des mystères des ovnis réside dans l'histoire de la civilisation sumérienne. L'État sumérien est apparu il y a 6000 ans sur le territoire de l'actuel Iran et est devenu la base de toutes les grandes civilisations de la Terre, y compris les Babyloniens, les Syriens et les peuples modernes. Tous les aspects clés de la civilisation moderne étaient déjà présents chez les Sumériens. L'écriture et les mathématiques, la roue et la poterie, les briques et les immeubles, l'État et le droit, l'astronomie et bien d'autres choses encore. Pour atteindre un tel niveau, d'autres cultures ont nécessité des siècles, tandis que la civilisation sumérienne est apparue du jour au lendemain, comme si elle était tombée du ciel. Des millénaires avant l'apparition du télescope, les Sumériens connaissaient parfaitement la structure du système solaire. Mais d'où leur venaient de telles connaissances? Les Sumériens possédaient des connaissances étonnantes en astronomie. Ils connaissaient toutes les planètes que nous connaissons et les décrivaient parfaitement. Selon le programme scolaire, Copernic a découvert la rotation des planètes autour du Soleil en 1543. Cependant, les Sumériens le savaient déjà 5500 ans auparavant. Dans leurs textes, ils appelaient Uranus et Neptune les jumeaux bleu-vert. Dans la science moderne, ces planètes étaient peu connues. Et ce n'est qu'en 1986, après le lancement de la sonde spatiale Voyager, qu'il a été possible d'établir qu'elles sont effectivement des jumeaux bleus et verts, comme cela avait été décrit dans les textes sumériens. Alors, qu'est-ce que c'était? Peut-être était-ce un coup de chance d'un auteur sumérien ou une information obtenue d'un être observant Uranus et Neptune. Peut-être avons-nous enfin trouvé le premier ovni. Dans les textes sumériens, il est mentionné que toutes leurs connaissances ont été acquises de l'Anunnaki, ce qui se traduit par ceux qui sont descendus du ciel sur terre. Mais d'où venaient les Anunnaki? Peut-être que cela était connu des Sumériens. Dans les chroniques des anciens Sumériens, une planète est décrite si éloignée des autres planètes du système solaire que son cycle annuel de révolution autour du Soleil dure 3500 ans. Cette planète s'appelle Nibiru, et c'est de là que, selon les suppositions, les Anunnaki seraient venus. Si c'est le cas, il devient compréhensible pourquoi les habitants de cette mystérieuse planète, nommée Planète X par les astronomes modernes, nous visitent si rarement. Leurs vaisseaux spatiaux ne sont pas assez puissants et ne peuvent atteindre la Terre que lors des moments de conjonction. Selon l'avis du chercheur, sur la planète Nibiru, les Anunnaki auraient pu arriver à bord de vaisseaux spatiaux peu différents de nos fusées peu puissantes. Si la planète mythologique sumérienne existe réellement, à quelle fréquence avons-nous rencontré ses habitants? D'après ses calculs, l'histoire de l'humanité connaît des périodes de stagnation et des moments de percée qui se succèdent à intervalles réguliers, environ tous les 3600 ans terrestres. Il estime que cette tranche de temps correspond le mieux au schéma des succès de la civilisation terrestre, succès dont nous sommes redevables aux extraterrestres des constellations. Ainsi, les étapes du développement de la civilisation terrestre auraient pu être provoquées par des extraterrestres, et nous ne sommes que de simples cobayes dans une expérience intergalactique. Pourquoi les extraterrestres se soucieraient-ils du développement
prospère de notre race? Et est-ce que cela signifie qu'il existe un certain lien intergalactique entre eux et nous? Même si l'on accepte que les errants cosmiques qui ont visité la Terre pendant des millénaires étaient nos voisins du système solaire, la question inévitable se pose. Pourquoi nos invités ont-ils tenté d'influencer le développement de la civilisation terrestre et quel était leur objectif? Peut-être que cette ancienne race planétaire nous soutenait dans notre lutte pour la survie. Peut-être que c'était leur principal objectif, nous élever comme nous élevons nos enfants. Peut-être qu'ils ont semé notre terre avec leurs graines, et peut-être que nous ne sommes que leurs enfants. Si c'est le cas, alors nous avons trouvé le tout premier ovni de l'humanité, ce même appareil qui nous a amenés de Mars sur Terre. Cette version est presque entièrement confirmée par la tradition humaine sacrée, à savoir la Bible. Dans le 6e chapitre de la Genèse, il laisse raconter comment certains Néphilim prenaient pour femmes les filles des hommes, et celles-ci leur donnaient des enfants, de puissants héros que l'on ne trouve plus de nos jours. Peut-être que tout ce qui précède concerne ceux que les mesures anciennes appelaient Anunnaki, et ces mêmes Anunnaki sont devenus les ancêtres des Terriens. Les informations recueillies semblent très convaincantes. Il est fort probable que nous soyons les descendants des unions matrimoniales entre extraterrestres et terriens. Selon des sources anciennes, les femmes des Néphilim descendaient directement d'Adam, qui, à son tour, est né comme résultat du travail des anciens généticiens. Regardez cela, c'est de l'ADN. Les anciens Sumériens comprenaient-ils vraiment la génétique? Il y a seulement quelques décennies, l'humanité a réussi à trouver la clé pour déchiffrer la nature ancienne, la formule génétique de l'ADN. Mais les anciens Sumériens décrivaient la reproduction par le biais de l'ADN déjà il y a 5000 ans. Ce processus était contrôlé par les Anunnaki. Ce sont eux qui ont créé une nouvelle espèce de singe terrestre. Homo sapiens, est-il vraiment si simple de résoudre l'énigme d'Enki? Les premiers visiteurs de la planète Terre étaient-ils nos ancêtres? Oui, notre structure génétique est en quelque sorte similaire. En général, les terriens sont faits à leur image et ressemblance. Si tel est le cas, il devient compréhensible que les anciennes représentations d'extraterrestres ressemblent fortement aux terriens. Est-il possible qu'en poursuivant le premier ovni, nous nous soyons attrapés nous-mêmes? Le culte religieux des ovnis, qui s'est développé en Amérique, reflète le mythe de la création de la Terre. Ces êtres omnipotents, qui selon certains guident notre développement, rappellent Zeus et d'autres héros de la mythologie antique. Ainsi, les extraterrestres deviennent le dernier accomplissement de la mythologie humaine. Cependant, existe-t-il des preuves réelles? Qui sait? Peut-être que nos lointains ancêtres nous surveillent vraiment depuis l'espace. À cette question, il n'y a pas encore de réponse, du moins dans les journaux des ovnis. Des milliers de témoins jurent avoir vu des extraterrestres, mais savons-nous à quoi ils ressemblent vraiment? Est-il vrai que le gouvernement des États-Unis nous cache les corps des extraterrestres décédés? Que cherchent les visiteurs de l'espace sur notre planète? La question principale de l'ufologie peut être formulée ainsi. Si nous sommes réellement visités par des extraterrestres, qui sont-ils? Amis ou ennemis? De plus en plus de personnes croient que la Terre est visitée par des extraterrestres, et cette croyance repose sur des faits concrets, allant des observations de vols d'ovnis aux récits de contacts directs avec des êtres extraterrestres. Mais si ces êtres nous visitent réellement, que savons-nous d'eux? S'ils s'immiscent dans notre vie, pourquoi ne savons-nous toujours pas leurs véritables intentions? Les ufologues étudient ce mystère depuis 1947, lorsque le pilote Kenneth Arnold a observé un groupe d'objets volants étranges qu'il a décrits comme des soucoupes volantes. Depuis lors, des phénomènes similaires ont été observés par des centaines de milliers de personnes, et chacun se posait la même question. Qui a construit ces vaisseaux et pourquoi sont-ils venus ici? L'été de la même année, un événement s'est produit qui, selon les ufologues, pourrait donner une réponse définitive à toutes les questions sur les soucoupes volantes. En juillet 1947, un certain engin spatial extraterrestre s'est écrasé dans l'État du Nouveau-Mexique. Selon les témoins, il ne pouvait pas avoir été fabriqué sur Terre. Les débris de l'appareil et les corps des extraterrestres ont été pris en charge par les militaires. Si cela est vrai, notre gouvernement cache cet événement au grand public mondial. Mais pourquoi? Pourquoi le gouvernement devrait-il dissimuler le fait que la Terre a été visitée par des extraterrestres? Peut-être qu'en réalité, il ne cache rien du tout. Carl et Turner, les auteurs du livre Ceux qui ont été au-delà,
affirme que si vous doutez de l'implication de notre gouvernement dans le problème des ovnis, il suffit de consulter n'importe quel livre basé sur des documents réels. Ces documents incriminent le gouvernement en eux-mêmes. Mais si cette information est protégée, qui donc agit en tant que gardien? Robert Dean, chercheur et analyste, parle de l'existence d'une structure connue sous le nom de MG12, créée à la fin des années 1940 pour étudier les ovnis et notre réaction à leur apparition. Cette organisation surveille la façon dont nous percevons les vaisseaux extraterrestres dans notre ciel. Une telle structure existe encore aujourd'hui, bien qu'elle porte un autre nom. C'est une organisation internationale intergouvernementale dont le but est de contrôler l'information sur les ovnis. Vicky Cooper-Hecker, rédactrice en chef du magazine OVNI, estime que le gouvernement et la NASA ont de nombreuses raisons de cacher des informations sur les ovnis. La principale d'entre elles est le rapport de l'Institut Brokérien, réalisé en 1961. La NASA a commandé à ce centre de réflexion à Washington de calculer ce qui se passerait si des terriens découvraient un objet extraterrestre ou rencontraient des extraterrestres eux-mêmes. Kevin Randle, auteur du livre L'histoire des crashs d'OVNI, se réfère au rapport de l'Institut Brokérien qui indique que la conquête de l'espace par l'humanité pourrait conduire à une rencontre avec une intelligence extraterrestre. Selon les auteurs du rapport, une telle rencontre entraînerait inévitablement le chaos dans notre monde. Une civilisation hautement développée, en entrant en contact avec des civilisations moins avancées, les absorbe automatiquement, ce qui pourrait conduire à l'extinction des institutions religieuses et du pouvoir. Il est évident que les dirigeants ne veulent pas permettre cela et font tout leur possible pour cacher les informations sur les extraterrestres. Randle partage son expérience. Qu'est-ce que j'ai trouvé sur le terrain? C'était un météorite. Il souligne que le mensonge et la dissimulation sont contraires à la Constitution, et c'est pourquoi il parle ouvertement, même en violant le serment de ne pas divulguer de secrets d'État. Il se demande, est-ce vraiment vrai? Le gouvernement nous cache-t-il la véritable nature des extraterrestres? Peut-être qu'il ne veut tout simplement pas que nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Randle pense que les gens doivent progressivement s'habituer à l'idée que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents. Il affirme que cette connaissance peut changer la vie de chaque habitant de la Terre, et c'est pourquoi il est important que les gens découvrent la vérité que le gouvernement cache. Les ufologues notent que les tentatives de réduire l'information n'ont pas toujours été couronnées de succès. Des centaines de témoins racontent leurs observations d'ovnis et leurs contacts avec des extraterrestres. Ces témoignages peuvent aider à percer la vérité que les représentants de MJ12 cachent soigneusement. Selon Randall, les appareils d'OVNI sont fabriqués à partir de matériaux qui n'existent pas sur Terre. Les vaisseaux effectuant des voyages interstellaires doivent résister à des charges extrêmes et à une radiation intense. Les descriptions des témoins indiquent que les restes trouvés en juin 1947 dans l'état du Nouveau-Mexique semblaient fins et fragiles, mais qu'il était impossible de les couper, de les plier ou de les endommager. Aucun matériau fabriqué sur Terre n'a de telles propriétés merveilleuses, affirme-t-il. Randall exprime également l'opinion que certains des extraterrestres avec lesquels nous contactons pourraient venir d'autres dimensions. Cette idée suscite la peur chez beaucoup, car la pensée que des extraterrestres d'autres dimensions pourraient avoir de mauvaises intentions est effrayante. La capacité des extraterrestres à s'infiltrer à travers des objets solides de notre monde préoccupe les scientifiques modernes. Cependant, existe-t-il d'autres dimensions dans la réalité, ou n'est-ce qu'un produit de l'imagination des ufologues? Ce concept renverse complètement notre compréhension de la physique de Newton et d'Einstein. Si les ovnis sont vraiment des créations d'une civilisation hautement développée, que cherche-t-il dans notre monde relativement primitif? Randall se demande à quel point les récits des témoins qui affirment avoir vu des extraterrestres sont véridiques. S'ils ont réellement vu des extraterrestres, dans quel but sont-ils venus sur Terre? Peut-être que ces visiteurs d'autres planètes ont des objectifs différents. Les réponses à ces questions, selon lui, sont écrites dans les pages des journaux d'Enneland. De nombreux ufologues affirment que le gouvernement des États-Unis cache depuis plus d'un demi-siècle des preuves irréfutables de l'existence de civilisations extraterrestres. Mais peut-être que les rapports de rencontres avec des extraterrestres ne sont que des inventions ou des hallucinations. Bien qu'il puisse y avoir des doutes, il existe des milliers de tels rapports, consignés par des personnes dignes de confiance. Linda Moulton Howe, écrivain et productrice, partage son expérience. Nous avons longtemps étudié et comparé ces dessins.
Il s'est avéré que les habitants de Californie décrivent les extraterrestres de la même manière que les habitants de Pennsylvanie et du New Jersey. Tous ces gens n'ont jamais entendu parler les uns des autres. Elle se demande, pourquoi dessinent-ils tous la même chose? Cela crée une impression que certaines caractéristiques communes des extraterrestres sont ancrées dans l'esprit des gens, comme la publicité pour des marques célèbres. Cependant, les descriptions des extraterrestres ne coïncident pas toujours même chez les témoins les plus fiables. Wendell Stevens, colonel à la retraite de l'US Air Force, souligne qu'il ne faut pas considérer les extraterrestres comme un tout homogène. Il affirme que nous sommes visités par différentes créatures avec des objectifs et des comportements variés. Personnellement, j'ai rencontré des extraterrestres sous deux formes, mais d'après mon expérience avec d'autres témoins, je sais qu'il y a en réalité beaucoup plus de types, partage son expérience l'une des témoins. Elle décrit des êtres qui ressemblent à moitié à des humains et à moitié à des étrangers, et mentionne également des reptiles avec des pupilles orientées verticalement. En ce qui me concerne, j'ai vu des créatures insectoïdes, quelque chose qui ressemble à un mante religieuse, ajoute-t-elle. Parmi les autres types rapportés par les témoins, il y a des êtres mesurant près de 2,5 mètres avec une peau très pâle et sans cheveux. Ils ressemblent vaguement à des humains, dit la témoin, soulignant que personne ne sait combien de ces types existent réellement. Peut-être des douzaines, peut-être plus, réfléchit-elle. Une telle diversité dans les descriptions des extraterrestres soulève deux hypothèses principales. Soit nous sommes réellement visités par des extraterrestres de différents mondes, soit les témoins racontent simplement des histoires différentes. Si tous les témoins décrivaient les mêmes caractéristiques, cela ressemblerait davantage à la vérité, conclut-elle. Bud Hopkins, chercheur sur le phénomène des enlèvements, note que malgré les divergences, 85% des descriptions coïncident sur les paramètres principaux. Il parle du fait que la plupart des témoins décrivent de petites créatures grises mesurant environ 1 à 2 mètres, parfois un peu plus courtes ou plus grandes. Si la plupart des témoins donnent une description similaire des extraterrestres, pouvons-nous établir un portrait des races d'extraterrestres qui visitent le plus souvent la Terre ? Se demande Hopkins. Il les décrit, ils ont de grosses têtes sans cheveux, sans nez ni oreilles, avec une fente à la place de la bouche, un menton très fin et pointu, un petit corps et des membres fins. Hopkins note également qu'ils ont des coups très fins, et les gens s'étonnent de la façon dont leur tête tient. Les yeux peuvent être noirs autour, et parfois ce sont simplement de grands yeux noirs. Parfois, les yeux sont fortement inclinés, parfois ils sont strictement horizontaux, ajoute-t-il, soulignant que les opinions divergent. Le docteur David Jacobs, chercheur sur le phénomène des enlèvements, confirme qu'ils ont 2 jambes, 2 bras et 2 yeux, c'est-à-dire le minimum nécessaire à un organisme pour survivre. Il existe également des preuves matérielles qui corroborent ces témoignages oraux. L'ufologue Leonard Stringfield a mené des enquêtes spéciales sur des cas de crash d'ovnis et d'autopsie des membres d'équipage. Les ufologues affirment que des vidéos leur ont été envoyées par le gouvernement fédéral à Stringfield avec des documents secrets, raconte-t-il. Dans l'un des dossiers se trouvait un rapport officiel sur l'autopsie des restes de l'équipage d'une soucoupe volante écrasée. Stringfield, qui est décédé en 1994, a enregistré son récit sur cet événement sur une bande vidéo peu avant sa mort. L'extraterrestre était mort. Il avait une très grande tête selon nos critères. Il n'avait ni cheveux, ni oreilles, ni nez, se souvient Stringfield. Sa bouche ressemblait à une fente d'environ 250 mm de long. Mais que savons-nous des extraterrestres en dehors de leur apparence? Pourquoi visitent-ils la Terre? Quels sont leurs objectifs? Peut-être que les autorités craignent une attaque de leur part. S'interroge un des chercheurs. Les gens ordinaires peuvent-ils influencer la situation d'une manière ou d'une autre? Que faut-il faire pour connaître les intentions des extraterrestres? Le mystère des extraterrestres d'autres mondes préoccupe les gens à travers le monde. Les ufologues affirment que le gouvernement des États-Unis cache délibérément la vérité sur les extraterrestres. Mais peut-être que ces derniers ne souhaitent pas vraiment que nous découvrions tout sur eux, réfléchit un des témoins. Selon les témoignages des témoins, les êtres gris ne parlent jamais de l'objectif de leur visite sur notre planète. Voici ce qu'un garçon m'a dit. Pendant la conversation, il ne bouge pas les lèvres. L'un d'eux a dit qu'il entendait toutes mes pensées. L'existence des extraterrestres pourrait être liée à leur capacité télépathique. Peut-être que des mots ne sont pas nécessaires pour transmettre les objectifs de leur visite.
Cela est particulièrement vrai pour ceux qui affirment avoir été victimes d'enlèvements par des êtres extraterrestres. Le phénomène des enlèvements reste l'un des principaux mystères. Beaucoup de ces personnes croient sincèrement en leur vérité. Elles affirment réellement avoir été enlevées. Mais la question se pose, pourquoi ? Si c'est vrai, alors chaque année, de nombreux enlèvements de personnes se produisent dans divers coins du monde. À bord de leur vaisseau, les extraterrestres, selon les rapports, effectuent des examens médicaux. Cela pourrait expliquer la véritable nature de leurs intentions. Il existe une opinion selon laquelle les chercheurs extraterrestres collectent des matériaux pour leurs recherches sans se soucier de l'état mental de leurs captifs. Cela rappelle les actions des scientifiques terrestres qui attrapent des singes, leur mettent des anneaux dans les oreilles et observent ensuite leur comportement. Les extraterrestres nous étudient-ils de la même manière que nous étudions nos plus proches parents ? Ou y a-t-il quelque chose d'autre derrière cela ? De nombreux ufologues estiment que les objectifs des extraterrestres dépassent notre compréhension et échappent au temps scientifique. Quel intérêt l'humanité peut-elle représenter pour une race hautement développée ? Peut-être que les humains les intéressent en tant que source de matériaux génétiques. Il existe des affirmations selon lesquelles des spermatozoïdes et des ovules sont prélevés sur des humains. Mais pourquoi les extraterrestres ont-ils besoin de matériaux génétiques ? Certains chercheurs, y compris moi-même, sont arrivés à la conclusion que l'humanité est une race hybride. Peut-être avons-nous été créés spécifiquement pour notre planète. Je crois que notre programme génétique a varié depuis le début de l'histoire de la civilisation et continue de changer encore aujourd'hui. Cela soulève la question, les extraterrestres mènent-ils des expériences génétiques sur Terre ? Cela signifie-t-il que la race des terriens a été artificiellement créée par des extraterrestres avec un objectif inconnu ? Pour trouver des réponses à ces questions, nous avons rencontré des personnes qui affirment avoir été enlevées de force à bord d'OVNI et avoir participé à des expériences visant à créer une race hybride de demi-humains, demi-extraterrestres. Est-ce vrai ? Malgré les différentes opinions, de tels cas se produisent assez souvent. La création d'une race hybride semble être le principal objectif de tous les enlèvements, bien que nous ne sachions pas encore pourquoi cela est nécessaire. Il existe un autre aspect de ce projet d'hybridation. Récemment, les extraterrestres ont commencé à créer des êtres presque indistinguables des humains ordinaires. S'ils peuvent prélever des ovules chez les femmes, les féconder et faire croître des embryons chez eux, obtenant ainsi des hybrides, alors ils peuvent faire la même chose avec un ovule humain déjà fécondé, à partir duquel se développera un enfant entièrement humain. Cet enfant sera élevé parmi les extraterrestres, mais aura l'apparence d'un terrien. L'ancien officier du renseignement Robert Dean affirme qu'il a eu l'occasion de voir des documents secrets selon lesquels nos militaires avaient affaire à 4 races extraterrestres, dont l'une n'était pas différente des humains. Les 4 races étaient humanoïdes, mais une seule d'entre elles ressemblait complètement à un terrien. Cette pensée a amusé Dean, car imaginez à quel point cela doit agacer les généraux. Être assis à côté de ces surhommes dans un avion, un restaurant ou un théâtre, et ne même pas se douter de qui sont réellement vos voisins. Et qu'en est-il des autres types d'extraterrestres ? Comment sont-ils liés au programme des petits êtres gris ? Dans certains cas, les contactés rencontrent des extraterrestres qui ressemblent à des créatures reptiliennes ou insectoïdes. Le problème est que les deux apparaissent en compagnie des êtres gris. Ainsi, toutes ces créatures semblent travailler ensemble, et nous ne pouvons pas dire avec précision ce que représentent les espèces extraterrestres non conventionnelles. Mais peut-être que la situation n'est pas si mauvaise, et que l'humanité n'est pas un cobaye dans les expériences génétiques des extraterrestres. Peut-être que les extraterrestres ont des intentions tout à fait amicales. Nous ne savons absolument pas pourquoi ils viennent ici, pour aider ou nuire. Nous n'avons aucune raison de croire qu'ils nous veulent du mal, qu'ils nous tuent ou qu'ils dévissent les roues de nos voitures. Nous savons seulement qu'ils ont besoin de nous pour une raison quelconque. Un des chercheurs assure qu'en ce moment, il s'intéresse à la collecte d'un certain matériau vivant. Ils le collectent comme nous récoltons les champs, dit-elle. Nous sommes pour eux une sorte de produit entier. Ils prennent notre chair, nos émotions, notre énergie et ne donnent rien en retour. Donc, c'est une rue à sens unique. Elle continue en disant que nous sommes confrontés à des choses que nous ne pouvons pas comprendre à notre niveau de développement actuel. Il est plus facile de supposer que derrière le camouflage et les diverses ruses se cache quelque chose d'horrible, ajoute-t-elle. Si nous arrêtons nos recherches, l'événement le plus important des 5 prochaines années pourrait ne pas se produire.
Au cours des dernières années, une masse d'informations sur les ovnis a déferlé sur l'humanité, et selon elle, nous savons presque tout sur ce phénomène. Elle est convaincue que nous sommes déjà proches de la solution. Dans les prochaines années, nous découvrirons non seulement tout sur la véritable nature des extraterrestres, mais nous résoudrons également le mystère d'Inolu dans son ensemble, affirme-t-elle. Quoi que vous pensiez de ce problème, vous ne devriez pas avoir peur. L'humanité représente un tout indivisible, en tant que race et en tant que civilisation, et cela l'aidera à survivre. Pendant ce temps, les contactés s'accordent dans leur description des extraterrestres, tandis que les documents officiels indiquent que le phénomène OVNI est sous le contrôle d'une certaine structure internationale. Allons-nous découvrir la vérité sur les extraterrestres des Néphilim ? Se demande-t-elle. À cette question peuvent répondre les personnes cachées derrière les vieilles portes des institutions gouvernementales ou les extraterrestres eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, la vérité sur les visiteurs restera un mystère bien gardé dans les pages des journaux de colère des ovnis. Le soir du 2e juillet 1947, la vie paisible de la petite ville de Roswell dans l'État du Nouveau-Mexique a pris fin. Des témoins affirment avoir observé la chute d'une soucoupe volante. Autour d'elle se trouvaient 4 créatures, mesurant entre 90 cm et 1,20 m. Les militaires ont immédiatement bouclé la zone de l'accident, ont récupéré l'appareil et les corps, et lors d'une conférence de presse, ont déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Cependant, les ufologues soutiennent qu'il s'agissait en réalité d'un vaisseau spatial extraterrestre qui s'était écrasé. Que s'est-il passé ce soir-là ? Aujourd'hui, dans l'émission Les Journaux des OVNIs, nous allons parler du mystère de Roswell. L'un des épisodes les plus mystérieux des Journaux des OVNIs est l'incident de Roswell. Pendant près de 50 ans, les ufologues tentent de percer le voile de secret qui entoure cet événement. Peut-on croire leurs déclarations selon lesquelles, en juillet 1947, près de Roswell, une soucoupe volante, un vaisseau spatial extraterrestre, s'est écrasé et que le gouvernement des États-Unis a gardé cet événement secret pendant presque un demi-siècle? Si c'est vrai, que sont devenus les pilotes du vaisseau écrasé? Le gouvernement est-il au courant de l'appareil tombé? Et si oui, pourquoi reste-t-il silencieux à ce sujet? Le capitaine Kevin Randle, qui a consacré sa vie à la recherche de la vérité sur Roswell, a écrit plusieurs livres à ce sujet. Comme il se doit selon les lois du genre, notre histoire a commencé lors d'une nuit orageuse d'été en 1947, dit-il. Au début de juillet 1947, un fermier nommé Mac Brazel passait la nuit seul sur son ranch. Il lui a semblé qu'un des coups de tonnerre avait retenti trop fort et d'une manière étrange, mais à ce moment-là, il n'y a pas prêté attention. Le matin, il est allé inspecter les champs, désireux de déplacer son bétail vers un endroit où il y avait plus de pluie. En s'approchant d'un nouveau pâturage, il a découvert une énorme quantité de débris métalliques. Randle et ses collègues affirment qu'à en juger par les descriptions de Mac Brazel, aucune machine terrestre ne pouvait se désintégrer en de si incroyables fragments. Mac Brazel a décidé de signaler ce qui s'était passé aux autorités locales et s'est dirigé vers la ville la plus proche, Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique. À l'époque, le shérif de Roswell était George Wilcox. Sa petite fille, Barbara Dagger, se souvient. À la fin des années 40, non loin de Roswell, un vaisseau spatial, que l'on appelle aussi une soucoupe volante, s'est écrasé. Mon grand-père est allé voir ce qui s'était passé. Arrivé sur les lieux, il vit une grande tache brûlée, puis des débris. Plus tard, j'ai demandé à ma mère si mon grand-père avait vu des étrangers venus de l'espace. Elle a répondu que oui, ils étaient 4. Le shérif Wilcox a contacté la base la plus proche de l'US Air Force et a signalé des débris étranges sur le pâturage de Brazel. Moins d'une heure plus tard, des militaires sont arrivés sur les lieux, qui ne croyaient pas vraiment au récit de Wilcox. Le champ jonché de débris semblait plausible, mais les 4 extraterrestres paraissaient plutôt relever de la fantaisie. Les événements qui ont suivi peuvent être caractérisés soit comme un échec des militaires, soit comme la plus grande tromperie de l'histoire de l'US Air Force. Le colonel Blanchard a ordonné au major de l'unité spéciale de la 509e escadrille de bombardiers, Jesse Marcel, d'examiner le site de la chute de l'objet. Selon Marcel, il a exploré un espace d'un peu plus d'1 kilomètre de long et de 270 mètres de large, jonché de débris métalliques. Sur la base de son rapport, le commandant de la 509e escadrille, le colonel Blanchard, a ordonné au lieutenant Walter Howe de préparer un communiqué de presse décrivant la soucoupe volante capturée. Walter Howe a préparé le communiqué de presse
et l'a transmis aux journaux locaux et à la radio, d'où l'information s'est répandue à travers le pays. Le communiqué de presse disait « Hier, les nombreuses rumeurs sur les soucoupes volantes ont enfin été confirmées ». Un officier de l'unité spéciale de la 509e escadrille de bombardiers de l'US Air Force, stationné à Roswell, a réussi à capturer un disque volant, grâce à l'aide des habitants locaux. Cependant, cette déclaration ne contenait pas un mot sur les extraterrestres dont parlait Wilcox. Qu'était-ce donc? Une grande tromperie ou une dissimulation délibérée des faits? Barbara Dagger se souvient que sa grand-mère a toujours peur de ce qui s'est passé 40 ans auparavant. Ils nous ont interdit d'en parler. Ma grand-mère racontait qu'après l'incident, des gens de la police militaire sont venus chez eux. Ces personnes ont dit que si le moindre mot, le moindre indice fuyait par le seuil de cette maison, ils tueraient non seulement eux, mais toute la famille. Personne ne survivrait. Si les militaires ont ouvertement reconnu avoir capturé une soucoupe volante, pourquoi ont-ils alors voulu faire taire le shérif local et sa famille? Bill Brazel, le fils du défunt Mac, affirme également que son père avait juré de garder le silence. Silence sur quoi? Se demande-t-il. Peut-être a-t-il trouvé sur son champ non seulement des débris étranges, mais aussi autre chose. L'incident de Roswell n'est pas simplement un mystère, mais une véritable série d'étranges énigmes qui s'entrelacent les unes avec les autres. Si le colonel Blancart a reconnu qu'il avait à sa disposition presque un vaisseau spatial entier, cela signifie qu'ils ont trouvé sur le champ de Mac Brazel non pas de simples débris métalliques épars. Selon les dires de ceux qui se trouvaient à Roswell à l'époque, cette petite ville perdue du sud des États-Unis est devenue l'objet d'une attention soutenue de la part de la planète entière. Mais ensuite, quelque chose d'encore plus mystérieux s'est produit. Quelques heures plus tard, la version officielle a été modifiée. Le commandant de la 8e armée de l'Air Force des États-Unis, le général Roger Ramey, dont dépendait la 509e escadrille, a publié un nouveau communiqué de presse affirmant qu'un simple ballon météorologique s'était écrasé à Roswell. Selon le général, cet appareil est tombé sur le ranch de Brazel et le major Marcel, ne comprenant pas la situation, s'est empressé de l'annoncer comme un vaisseau spatial. Cette photographie est-elle vraiment un simple faux? À droite, on entend la voix du brigadier général Thomas Dubose, maintenant à la retraite, qui partage son opinion sur la version officielle de l'Air Force des États-Unis concernant la chute du ballon météorologique. Il affirme que tout le monde savait que cette version était un simple camouflage. Je n'ai pas la moindre idée de qui l'a inventé, mais c'est cette histoire que nous avons servi à la presse, dit-il avec un évident mécontentement. Le général continue en disant que les représentants du ministère de la Défense des États-Unis insistaient sur les débris du ballon météorologique, bien que tous les officiers supérieurs savaient que c'était un mensonge. Il suppose que même si Mac Brazel a effectivement trouvé un ballon météorologique, cela contredit les témoignages d'autres témoins oculaires et la nature des débris. Récemment, le fils du major Marcel a fait une déclaration stupéfiante sur ce qu'il a vu dans son enfance. Le major Marcel a ramené chez lui quelques débris pour les montrer à sa femme et à son fils, puis il les a emportés de nouveau à la base militaire de Roswell, raconte Jazz Marcel Jr. Il décrit comment ces choses étranges étaient différentes de tout ce que j'avais jamais vu, et surtout parce qu'elles portaient des sortes de signes. Il y avait quelque chose qui ressemblait à des nervures de renforcement, et elles étaient couvertes de sortes d'écritures. Jazz se souvient avoir pensé à l'époque que c'était des hiéroglyphes, mais il a ensuite réalisé qu'il s'agissait plutôt de formes géométriques et de symboles. Bien que la version du ballon météorologique semblait mettre un point final à l'incident de Roswell, de nouvelles révélations sont rapidement apparues. L'incident de Roswell continue de susciter des débats depuis 40 ans. L'une des raisons en est le récit de Grady Barnett, un ingénieur qui vivait à Roswell à l'époque. Il a raconté à son ami Vern Maltais ce qui s'était passé ce jour de juillet. Barnett m'a dit qu'en revenant d'une promenade dans les champs, il était tombé sur une soucoupe volante avec un hublot ouvert, et à côté d'elle se trouvaient 4 créatures étranges, se souvient Vern Malt. Grady Barnett affirme avoir vu la soucoupe volante écrasée et ses 4 pilotes allongés sur l'herbe. Peut-être que c'est de cet appareil dont les militaires en parlaient plus tard dans leur communiqué de presse, se demande le narrateur. Cependant, si la soucoupe de Barnett a presque échappé à tout dommage, d'où venaient les nombreux débris dont parlait Mac Brazel? Dans cette histoire, il y a une autre énigme. Barnett a déclaré que tous les extraterrestres étaient morts, mais le shérif George Wilcox n'en était pas sûr. Mon grand-père racontait qu'ils avaient de grandes têtes et qu'ils étaient vêtus de quelque chose ressemblant à des combinaisons en soie très fines, partage-t-il. Je lui ai demandé
Était-il mort ou vivant? Il a dit « Il me semble qu'un d'eux était vivant. Peut-être qu'à Roswell, il ne s'est pas écrasé un mais deux ovnis et qu'il y avait 4 pilotes sur chaque vaisseau. » De nombreux ufologues pensent que c'est exactement ce qui s'est passé. Les témoins affirment que les débris trouvés sur le champ étaient très petits, ce qui indique une destruction complète de l'appareil. Les témoignages d'autres participants à cette histoire laissent penser que la clé de tous les mystères et incohérences se trouvait à quelques kilomètres du ranch de Brazley, beaucoup plus près de Roswell. L'objet en question a été créé en 1925 et était fait d'un matériau apparemment ultra résistant, si bien qu'une certaine force extraterrestre aurait pu le détruire. En parlant des débris trouvés au ranch de Mike Brazel, il convient de noter qu'ils étaient constitués d'un matériau manifestement inconnu des humains. Personne ne pouvait même approximativement déterminer de quel matériau il s'agissait, souligne le narrateur. Ce qui ressemblait à de l'aluminium était impossible à couper, et ce qui ressemblait à du bois ne brûlait pas et ne cédait pas au verre. Cela indique un matériau qui ne pouvait pas exister en 1947, mais peut-être que les éclats sont arrivés au ranch de Brazel par des moyens naturels. Peut-être s'agit-il simplement de météorites. Le docteur Richard Moon, expert en écologie, explique « Les météorites entrent dans l'atmosphère terrestre à très grande vitesse. En raison de la friction, elles changent de trajectoire, commencent à brûler et diminuent de taille. Mais ce qui est le plus important, si des objets extraterrestres atteignent réellement la surface de la planète, ils laissent derrière eux d'énormes cratères, semblables à celui de l'Arizona. Cependant, l'objet tombé au Nouveau-Mexique n'a laissé aucun cratère. Sur les lieux de l'incident, il n'y avait qu'une petite bosse, ce qui ressemblait davantage aux conséquences d'un atterrissage d'urgence qu'à une plongée irréfléchie depuis l'orbite. Certains pensaient qu'on avait trouvé quelque chose d'inhabituel au ranch de Brazel. À la fin des années 40, l'ancienne Union soviétique surveillait de près les essais d'armes nucléaires américaines, menés à seulement quelques centaines de kilomètres de Roswell. Il était logique de supposer que c'était ici que l'avion espion pouvait se diriger. Cependant, en 1947, les soviétiques n'entreprenaient rien de tel. Sur la base de la loi sur la liberté d'information, tous les cas d'approche d'avions soviétiques dans l'espace aérien américain, cette année-là, ont été vérifiés. Et il s'est avéré qu'aucun avion soviétique ne s'était même approché des côtes des États-Unis. Cependant, des recherches récentes de Folgy ont montré que l'incident de Roswell n'avait pas laissé les autorités soviétiques indifférentes. George Knapp, journaliste de retour de Russie, a découvert que les Russes suivaient avec un grand intérêt tout ce qui concernait Roswell. De plus, ils en étaient arrivés à des conclusions étonnantes. Knapp a rencontré un scientifique qui avait auparavant travaillé avec Sergei Korolev, le père de la construction de fusées soviétiques. Korolev lui a parlé de sa rencontre avec Joseph Staline, qui, à la fin des années 40, manifestait un intérêt fou pour les ovnis et voulait tout savoir sur Roswell. Cette ville était devenue une cible pour le renseignement russe, car des technologies militaires américaines y étaient testées. Staline s'intéressait à l'incident de Roswell et avait ordonné de rassembler tous les faits concernant cette histoire. Les scientifiques russes en étaient arrivés à la conclusion qu'il s'était effectivement écrasé quelque chose à Roswell et ce n'était clairement pas un ballon météorologique. Ils ne pouvaient pas dire avec précision d'où venait cet appareil, mais ils étaient convaincus que ce n'était ni leur satellite ni un satellite américain. À leur avis, c'était un objet d'origine extraterrestre. Cependant, le principal protagoniste de cette histoire restait Mac Brazel, l'homme par qui tout avait commencé. Il s'était retrouvé prisonnier de son propre ranch et les militaires craignaient sérieusement qu'il puisse accidentellement divulguer des informations. Les événements à Roswell prirent un nouveau tournant lorsque, selon des témoins, Brazel s'échappa des militaires et trouva refuge chez des amis. L'un d'eux, Judd Roberts, ancien directeur d'une station de radio locale, l'a caché chez lui. Roberts se souvient « Nous avons trouvé un endroit où il pouvait se cacher des curieux et au moins dormir pour la nuit. » Il prévoyait de diffuser une interview avec Brazel, mais selon Roberts, ils ont reçu plusieurs appels de Washington leur conseillant vivement de ne pas le faire. Nous avons été avertis que si nous ne voulions pas perdre notre licence, il valait mieux oublier cette interview. Dans le cas contraire, il ne passerait pas un jour sans que nous disions adieu à jamais au secteur de la radio. Est-ce que vraiment vrai? Les militaires ont-ils utilisé de telles méthodes, SAIL, pour faire taire Brazel? Et si oui, de quoi s'agissait-il exactement? Il a littéralement été enfermé sur la base, maintenu en détention dans un département spécial. Ce n'était pas une prison, mais cela n'en différait guère.
Le soir du 9 juillet, les militaires ont organisé une conférence de presse à Roswell. Lors de celle-ci, Brazel a dit tout autre chose que le 6 juillet, prononçant des choses absolument opposées. Qu'ai-je trouvé sur le champ? C'était un météorologique. Mais comment cela se fait-il? Quel météorologique? Allons, c'est des balivernes. Que s'est-il passé avec Brazel pendant sa détention sur la base? Pourquoi a-t-il changé ses déclarations? Peut-être que les militaires ne voulaient pas que Glenn Dennis raconte aux journalistes la même histoire que le pathologiste. En 1947, il travaillait dans l'agence funéraire Ballard, et cette année-là, il lui est arrivé plusieurs fois de transporter sur la base des pilotes victimes d'accidents. Un de ces jours, se trouvant sur le terrain de l'hôpital, il a vu des débris métalliques entassés. Ces débris avaient été trouvés sur le ranch de Brazel. Glenn Dennis, ancien pathologiste, se souvient d'être allé sur les lieux de l'accident et d'avoir demandé « On dirait que vous avez eu un accident ?» Il a vu des débris dans l'arrière-cour. Et c'est à ce moment-là que ces sérieux problèmes ont commencé. « Désolé, monsieur, c'est une propriété privée », lui ont-ils répondu. « Si tu veux vivre, oublie ce que tu as vu », ont ajouté les gardes, lui faisant des menaces ouvertes. Cependant, la connaissance de Dennis des événements à Roswell ne s'est pas arrêtée là. Il allait en apprendre davantage sur sa petite amie, une infirmière travaillant à l'hôpital de la base militaire. Elle était lieutenant, jeune et très religieuse, ayant grandi dans de strictes traditions catholiques. Un jour, en entrant dans l'anatomie pour prendre des matériaux, elle est tombée sur 2 médecins qui examinaient des corps, mais ce n'étaient pas des corps humains. Elle a décrit que 2 d'entre eux étaient gravement mutilés. Après cela, elle s'est sentie mal à l'aise et a décidé de retourner à la base. « Je ne l'ai plus jamais revu », se souvenait Dennis. Le lendemain, il a appelé l'hôpital pour s'informer de son état, mais on lui a répondu qu'elle avait été transférée d'urgence, et personne ne savait où. Depuis, elle n'était plus sur la base. Que s'est-il passé avec l'infirmière qui avait accidentellement jeté un œil dans l'anatomie ce jour fatidique? A-t-elle dû disséquer les corps dont parlait le shérif Wilcox? Et si c'est le cas, quelle relation ces corps avaient-ils avec les débris trouvés par Mac Brazel? Malheureusement, les réponses à ces questions ne faisaient qu'aggraver le mystère de Roswell. S'il y avait effectivement 2 soucoupes volantes ou 2 moitiés de la même, alors la question se pose. Où est passée toute cette masse de preuves? Et que sont devenus les pilotes des vaisseaux extraterrestres découverts sur le lieu de l'accident? Sapo Henderson, un employé de la base, affirme qu'il connaît la réponse à cette question. Il a dit que si cela a déjà été imprimé dans les journaux, alors ce n'est plus un secret. Il a acheté quelques journaux et les a apportés à Dennis dans la voiture. « Tiens, lis », a-t-il proposé. Lorsque Dennis a lu, Henderson a ajouté « Tout cela est la pure vérité. J'ai personnellement transporté la soucoupe écrasée à Dayton, dans l'état de l'Ohio. Ainsi, les preuves matérielles de l'existence de la vie extraterrestre ont été transférées à Dayton et y ont été cachées à jamais du public. Mais comment pouvons-nous prouver que tout cela s'est réellement produit? Peut-être que les preuves sont cachées là où des gens ordinaires ne pourront jamais les trouver. Une chose est ce qui est certaine, le gouvernement a récupéré toutes les preuves, a sécurisé le site de l'accident, a récupéré l'appareil et les corps, ne laissant pas un seul grain de sable. De sources fiables, il a été rapporté que les vaisseaux spatiaux et les corps ont d'abord été placés dans le hangar 424 de la base aérienne locale, puis transportés par morceaux vers d'autres bases. Une infirmière, amie de Glenn Dennis, a vu 3 corps dans la salle d'autopsie, ce qui confirme qu'au moins 3 extraterrestres se trouvaient sur la base à ce moment-là. De nombreuses personnes, ne se connaissant pas, racontent la même histoire, mais sous différents angles. Elle commence avec Mac Brazel, qui a trouvé les débris, et se termine avec le major Edwin Easley se rendant sur le lieu de l'accident. Si cette histoire était une imposture, les témoignages de ces 2 personnes ne coïncideraient pas aussi parfaitement. Le mystère de l'incident de Roswell ne pourra jamais être complètement expliqué, à moins que de nouveaux témoignages ne puissent percer le voile de silence de près de 50 ans, érigé par les méthodes et techniques les plus brutales. Peut-on espérer que ce mur s'effondrera un jour, et que le gouvernement nous révélera toute la vérité sur l'incident de Roswell? Sous la pression de ses électeurs, le député de l'État du Nouveau-Mexique, Steven Schiff, s'est adressé au ministère de la Défense des États-Unis pour obtenir une clarification officielle sur les événements de juillet 1947. En mars 1993, il a tenté de percer le mur de secret entourant les événements de Roswell. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023.
La réponse lui a été donnée par un colonel qui, en se référant au fait que les documents de cette période sont conservés aux archives nationales, a conseillé aux congressistes de s'adresser directement là-bas. La recherche dans les archives s'est transformée en une nouvelle énigme. En fin de compte, Schiff a reçu une réponse des archives nationales, où on lui a informé qu'il n'avait aucune information sur les événements à Roswell. Ainsi, au ministère de la Défense, on considérait qu'il n'y avait tout simplement pas eu d'incident à Roswell. Des questions demeuraient: pourquoi les témoignages des témoins oculaires n'avaient-ils pas été enregistrés? Où était le rapport sur l'opération militaire sur un terrain privé? Dans les dossiers du Livre bleu, il n'y avait rien sur Roswell, si ce n'est un paragraphe d'un journal local classé pour une autre raison. Le congressiste Schiff n'a reçu de réponse à sa question, ni de la part des militaires, ni de la part des gardiens de notre histoire. Mais que faire des menaces, du chantage et des tentatives de faire taire les gens? Le gouvernement pense-t-il vraiment que nous continuerons à croire à ce conte de fées sur le météoson? Pour ceux qui ont vu de leurs propres yeux ce qui se passait à Roswell, le début de juillet 1947 restera à jamais une date mémorable. Mais tant que de nouvelles preuves ne feront pas surface, le mystère de Roswell restera l'une des énigmes non résolues dans les pages des journaux sur les ovnis. Des marques blanches sont apparues sur la carte des États-Unis. Se retrouver derrière cette clôture sans l'autorisation des autorités, c'est signer son propre arrêt de mort. On soupçonne qu'il y a un aéroport secret de soucoupes volantes ici. Espérons que les photographies prises par des satellites russes confirmeront le récit d'un homme se présentant comme le premier mécanicien d'OVNI sur Terre. Avant d'accuser le gouvernement de collaboration secrète avec des extraterrestres, nous tenterons de pénétrer dans la zone interdite. Aujourd'hui, notre objet d'étude sera la zone 51. Pour participer à des guerres stellaires, il n'est pas nécessaire d'avoir un vaisseau spatial. On peut simplement se rendre dans un coin désertique de l'état du Nevada, connu sous le nom de zone 51. Selon les témoignages de témoins oculaires, là-bas, dans le bassin du lac disparu de Groom Lake, le travail sur le projet fantastique du siècle se poursuit jour et nuit. Les cartes géographiques affirment qu'aucune base n'existe dans ces contrées, mais des soucoupes volantes survolent régulièrement son territoire. Glenn Campbell, responsable du projet Zone 51, note qu'après l'histoire retentissante avec Robert Lazar, des caravanes entières de chasseurs d'OVNI se sont précipitées ici. Lazar, ancien fonctionnaire, a rapporté qu'entre 1988 et 1989, il a travaillé sur un site ultra secret près de Groom Lake. Il se souvient: après avoir été embauché, j'ai été transporté par avion de Las Vegas à la zone 51. Ensuite, j'ai été transféré à 25 km au sud le long d'un lac non asséché composé de 9 hangars situés directement dans la roche à un angle de 60 degrés par rapport à l'horizon. Tous étaient parfaitement camouflés. Lazar affirme qu'il y travaillait sur la création de vaisseaux volants en forme de disque selon des technologies extraterrestres. En étudiant les principes théoriques des technologies de pointe, le chercheur a noté qu'ils avaient été clairement démontrés et semblaient tout à fait convaincants. Selon ses dires, il a travaillé sur l'un des plusieurs soucoupes volantes attribuées à la zone S4. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un véhicule typique à grande vitesse, bien qu'il paraisse assez grand, 5 mètres de hauteur et 8 de diamètre. Dans le compartiment central se trouvaient des consoles de contrôle et 2 très petits sièges, à peine adaptés pour un enfant. Ce dessin a été élaboré d'après les paroles de Bob Lazar. Si ce n'est pas une fantaisie, alors cela représente une preuve solide de la visite de la Terre par une intelligence différente de l'humaine. Mais comment le gouvernement des États-Unis a-t-il réussi à acquérir plusieurs soucoupes volantes et à garder ce secret sous clé pendant presque un demi-siècle? Si les rumeurs continuent de se répandre, pourquoi ne pas faire une déclaration officielle et assouplir la stricte confidentialité? En septembre 1993, 1600 hectares de terres désertiques de l'état du Nevada, faisant partie du complexe militaire Melez Ranch, ont été placés sous le contrôle de l'US Air Force. Au cours des dernières années, Glenn Campbell s'efforce de briser le mythe de la zone 51. Cette zone n'est qu'un petit morceau de terre dans le complexe d'installation secrète de la base militaire de Nellis Ranch, éparpillée dans le désert. Avant le début des années 80, il était possible de s'approcher des contreforts de la vallée d'Ecrum Lake et d'admirer l'architecture militaire, bien que de loin. Les montagnes n'ont été isolées qu'à la mi-année 80, afin de mettre fin à la curiosité des espions soviétiques. À ce moment-là, la base a disparu des cartes géographiques, devenant un petit secret du gouvernement américain.
quel secret militaire est entouré de mesures de sécurité aussi strictes? Quelqu'un sait-il ce qui se trouve à l'intérieur? Le colonel à la retraite Wendell Stevens, qui a servi de nombreuses années dans l'US Air Force, a déclaré que des avions de reconnaissance de type U-2, Blackbird et Stealth Fighter décollaient de la zone 50 et 1, dont beaucoup ignoraient même l'existence. Il se demande pourquoi les autorités appliquent des armes mortelles contre de simples amateurs d'observation d'avions. Les avions qui pénètrent dans la zone rencontrent des missiles de classe terre-air. Steven se souvient comment un hélicoptère armé jusqu'aux dents s'est lancé à leur poursuite. Un avion de chasse est sorti à leur rencontre, ou peut-être a-t-il simplement été abattu. Il se demande si cela ne semble pas être une contre-mesure aller trop loin. Que se passera-t-il si quelqu'un prend le risque de franchir la frontière de cette zone? Une chose est c'est clair, avec la zone 50 et 1, il ne faut pas plaisanter. Et un week-end passé dans le pittoresque endroit de Groom Lake pourrait vous coûter la vie. Vous deviendrez celui qui sait trop de choses. À la question de ce qui se passe ici, un garde répond « Désolé, l'accès est fermé, vous ne pouvez pas entrer ici ». Il ne faut pas poser de questions supplémentaires car ils sont prêts à tout pour que les gens évitent en ces lieux. Norio Ayakawa, directeur de l'agence des enquêtes civiles, a fait l'expérience de l'application stricte des lois de la zone 50 et 1. En 1991, il a amené un groupe de journalistes du sud de la Californie pour observer les manœuvres d'objets non identifiés. Soudain, leur convoi de voitures bleues a été attaqué par un hélicoptère sans signe distinctif qui a stationné à 3 mètres au-dessus d'eux. Ayakawa se demande s'il savait ce qui pouvait arriver en cas d'intrusion de civils sur un site militaire. Il affirme qu'ils n'ont pas franchi les frontières de la zone militaire en étant sur un territoire public. Si les militaires sont prêts à utiliser des mitrailleuses à 15 km de la partie secrète, pourquoi ne pas utiliser le moyen le plus simple d'espionnage aérien? Le colonel à la retraite, Wendell Stevens, n'est pas d'accord avec ce point de vue. Il affirme que les vols au-dessus du complexe Nellis Range sont strictement limités. Même pendant les exercices de combat, il est interdit aux pilotes de survoler cette zone. Il suffit de frôler la frontière invisible avec une aile. Et adieu, carrière aérienne. Le navigateur égaré reçoit l'ordre de faire demi-tour et se voit communiquer le trajet le plus court pour sortir de la zone. Les contrevenants les plus désespérés de l'espace aérien de Groom Lake sont expulsés par des avions de chasse. Les pilotes civils qui se retrouvent dans cette zone fermée perdent automatiquement leurs droits. Et certains sont simplement abattus. George Schnepp, journaliste, note que pendant 40 ans, des essais secrets ont eu lieu ici et que des projets fous ont été développés par les militaires. La nature a offert à cet endroit un terrain d'essai distinct. Un désert entouré de montagnes. Les avions égarés ici font face à des missiles de classe terre-air. Dans le sol, des détecteurs réagissant à la présence humaine ont été installés, tandis que des caméras de surveillance disposées partout complètent le tableau de la vigilance accrue des propriétaires locaux. Ces mesures de sécurité deviennent nécessaires lorsqu'il s'agit d'objets de destination stratégique, où des armes de haute précision et des lasers destinés à des émetteurs spatiaux sont testés. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose de fondamentalement différent. Les chercheurs ont dépensé de nombreuses forces et ressources pour découvrir la signification de la zone 50 et 1. La certitude qu'une nouvelle technologie y est développée grandit. Au-dessus des sommets de Groom Lake, des appareils ressemblant à ce que nous appelons des soucoupes volantes sont observés. De plus en plus d'experts en ufologie lient des projets secrets à l'étude de technologies extraterrestres. La sensation reste une sensation. Cependant, les témoins ne doutent pas de l'origine cosmique des aéronefs qui traversent la vallée montagneuse. Pour confirmer leur récit, ils rapportent de la zone 50 et des photographies, des films et des cassettes vidéo, capturés dans les pages des journaux sur les ovnis. Des centaines de chasseurs d'ovnis partent régulièrement dans le désert et errent dans les montagnes autour de la zone 91, armés de caméras dans l'espoir de capturer un étrange aéronef. Un des participants à l'expédition a pu filmer un fragment montrant un disque apparaissant au-dessus de Groom Lake. Cet appareil ne ressemblait à aucun des moyens de transport connus. Il planait silencieusement, en zigzag, changeant brusquement d'altitude et de cap, tournant dans n'importe quelle direction à 75 degrés. Peut-être s'agissait-il d'un dispositif venu d'autres mondes. Les travailleurs racontent que cet appareil a atterri chez nous en 1953 et que des extraterrestres vivants ont été amenés ici à ce moment-là. Les Russes ont photographié la zone 51 pendant de nombreuses années et Staline était inquiet. Il voulait savoir ce qui s'était passé à Roswell.
Finalement, ils en sont venus à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'un satellite écrasé, mais d'un appareil d'origine extraterrestre. Les Russes ne savaient pas d'où il venait, mais comprenaient l'énorme importance d'une telle découverte. Bien sûr, toutes ces discussions n'ont aucune preuve à leur soutien. Mais peut-il vraiment y avoir des preuves? Les travailleurs savent sur cette zone exactement autant que vous et moi. D'où viennent donc les légendes sur les extraterrestres étudiés dans la zone 51? Les personnes qui y travaillent peuvent en ne pas connaître l'existence de l'objet. Récemment, un tribunal fédéral a satisfait leur demande, et maintenant, les travailleurs connaissent le nom de leur entreprise, mais pas plus. Si vous travaillez sur l'une des bases secrètes dans le Nevada, vous êtes transporté chaque jour depuis Las Vegas, d'abord par avion, puis par bus. Les fenêtres sont teintées, et vous ne parvenez à sortir que dans votre hangar de travail et quelques bâtiments voisins. Il est intéressant de se demander pourquoi les Russes peuvent survoler et photographier ces objets dont les contribuables américains n'ont aucune connaissance. En 1988, un satellite russe a pris une photo unique de la zone 50 et 1. On y voit un appareil au bord de la piste, qui semble tenter de décoller. Cependant, une photo inhabituelle n'est pas encore une preuve de l'existence réelle de technologies extraterrestres. Selon les descriptions de Robert Lazar, un réacteur gravitationnel est installé sur le disque, produisant une onde de contrepoids qui s'oppose à la gravité terrestre. Des ceintures spéciales sont nécessaires, car il n'y a pas de surcharge en vol. Les appareils mystérieux au-dessus de la zone 50 et 1 ne peuvent être rien d'autre qu'un cadeau du gouvernement des États-Unis provenant d'extraterrestres ayant échoué sur notre planète. Peut-être que la coopération interplanétaire est en plein essor, et nous n'en avons même pas conscience. Le récit de Robert Lazar sur son travail sur un objet non identifié, qui a été remis clé en main par des êtres extraterrestres, est devenu l'une des plus grandes sensations du siècle. Lazar affirme que durant son séjour dans la zone 50 et 1 et sur le site S4, il a obtenu des preuves irréfutables de l'existence d'autres mondes intelligents. Lors d'une des interviews télévisées, il a déclaré avoir eu accès à des documents officiels, selon lesquels la technologie de la soucoupe volante nous est parvenue du système stellaire Zeta, situé à une distance de 35 années-lumière de la Terre. En décrivant les extraterrestres, Lazar parle d'êtres à la peau grise et aux grandes têtes, qui mesuraient un peu plus d'1 mètre de hauteur et pesaient entre 12 et 25 kg. Ces extraterrestres affirmaient qu'ils visitent la Terre depuis longtemps, et pour preuve, ils ont présenté des photographies, prises, selon eux, il y a 10 000 ans. L'échange d'informations et de technologies interstellaires a duré jusqu'en 1979, lorsque soudainement un conflit a éclaté et les extraterrestres ont quitté la Terre. Dans la précipitation, les cosmonautes de ZTST ont laissé sur le site C4 une montagne de pièces détachées, ce qui a permis aux scientifiques terrestres de construire leur propre soucoupe volante. Les essais de l'objet non identifié ont ensuite commencé au-dessus de la zone 50 et 1, où les militaires ont instauré un régime de secret absolu. Selon les mots de Lazar, des mesures de sécurité strictes étaient tout à fait justifiées, car l'appareil extraterrestre générait une énergie plusieurs fois supérieure au potentiel nucléaire de la Terre. La source d'alimentation de la soucoupe volante fonctionnait sur des impulsions ultra puissantes, obtenues par la combustion d'antimatière. Une arme fonctionnant selon ce principe pouvait d'un seul tir anéantir toute la civilisation terrestre. De plus, cette énergie pouvait être utilisée pour rendre le vaisseau invisible. Le disque pouvait survoler n'importe quelle position tactique et rester inaperçu, devenant transparent comme du verre. Norio Hayakawa, convaincu que les technologies extraterrestres ne seront pas utilisées pour le bien de l'humanité, avertit que si les avancées des extraterrestres tombent entre les mains des industriels militaires, cela ne fera que rapprocher la Troisième Guerre mondiale et la fin du monde. À son avis, les zones 50 et 1 et l'objet S4 ne sont pas les seules installations aux États-Unis pour tester des dispositifs ultra puissants. Il pointe vers des polygones secrets en Californie du Sud où plusieurs bases de l'US Air Force effectuent des tests de composants de soucoupes volantes. Hayakawa remarque qu'il n'y a pas d'avion ordinaire ici. Ni dans les hangars, ni sur la piste, tout est vide. Lorsque cette base a été construite, les habitants ont observé des mouvements de camions transportant du ciment jour et nuit, ce qui témoignait des projets de création d'un immense complexe souterrain. Il partage son expérience de communication avec les constructeurs d'objets souterrains dans la zone 50 et 1, qui racontait comment les laboratoires et les sites d'essai s'enfonçaient dans le sol, tandis qu'en surface, le désert restait le même. Les bases californiennes sont surveillées aussi attentivement que la zone 50 et 1, et leur apparence modeste suscite des soupçons.
Si des géants souterrains existent réellement au Nevada et en Californie, cela pourrait signifier qu'ils cachent une menace pour l'humanité. Robert Dean, analyste, exprime son point de vue. Pour être honnête, il se peut très bien que les personnes enlevées ne tombent pas sur Mars, mais dans un bunker de laboratoire secret. Les guerres n'ont jamais été considérées comme une constitution et une loi des droits de l'homme. Et les histoires de soucoupes volantes deviennent inquiétantes. La zone 50 et 1 pourrait-elle être une prison pour les captifs des ovnis? Selon le récit de Lazare, l'objet S4 est situé dans la roche et se compose de 9 hangars, dont les portes sont soigneusement camouflées. Étonnant, mais vrai. La description correspond au récit de plusieurs personnes affirmant avoir été enlevées par des ovnis et transférées dans des fortifications souterraines. Ces otages des soucoupes volantes se retrouvent dans des souterrains, où parfois apparaît un uniforme militaire américain. Certains pensent que les technologies extraterrestres pourraient servir de protection fiable pour les habitants de la Terre contre les extraterrestres eux-mêmes. Un des experts exprime l'opinion que le gouvernement et les militaires craignent non pas un ennemi terrestre, mais un adversaire cosmique. Il affirme que les invasions en provenance d'autres mondes représentent le plus grand danger. Il existe des témoignages selon lesquels le gouvernement place sa propre sécurité au-dessus de tout. Selon lui, ils infiltrent des espions dans des organisations d'ufologues, publient des faux dans la presse et se moquent de ceux qui affirment avoir vu des ovnis. Les autorités, à son avis, ont travaillé à créer une image déformée de l'opinion publique. Et aujourd'hui, tout ce qui est lié à l'ufologie est perdu dans l'océan de la désinformation de masse. Les photographies obtenues par des satellites russes, ainsi que d'autres clichés authentiques, confirment objectivement l'existence d'une base dans la zone 50 et 1. Les souterrains créés par les militaires impressionnent par leur ampleur. Les témoins qui y ont été rapportent plus de 40 étages. Pour des raisons obscures, les militaires continuent de contrôler tous les accès à la vallée de Groom Lake. Et l'inquiétude de la population concernant le mystère de la zone 50 est grandie chaque jour. Si les ovnis ne sont pas une invention, alors la politique des autorités semble tout à fait réfléchie. Ils essaient d'éviter la panique. Il existe une théorie selon laquelle les extraterrestres ont été accueillis au plus haut niveau quelque part dans les années 40. Lorsque l'hystérie de masse régnait autour du communisme et du chaos de la politique mondiale. Les rapports sur les ovnis auraient à peine pu refroidir l'atmosphère de ces années-là. Toutes les conjectures concernant la zone 50 et 1 ne restent que des suppositions, n'ayant pas de preuves réelles que nous possédons des technologies extraterrestres. Comment peut-on se convaincre de l'existence de la vie intelligente dans d'autres mondes si tous les chemins menant à cela sont bloqués par l'armée? Mais si des preuves existent néanmoins, la question se pose, le monde changera-t-il en mieux lorsque nous les présenterons dans les pages des journaux des ovnis?